L'entrepreneuriat, l'une des orientations défendues dans le système éducatif, l'entrepreneuriat qui permet d'intégrer les matières scolaires, de développer les compétences du programme de formation et aussi de favoriser la persévérance à l'école. Et puis les dirigeants soudanais ont accepté aujourd'hui de livrer l'ancien président Omar El-Béchir à la CPI pour répondre aux accusations de génocide et de crimes de guerre. Cet engagement a été pris lors des pourparlers de paix entre le gouvernement soudanais et les groupes rebelles de la région du Darfour. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Junior Achievement était dans des établissements secondaires pour favoriser l'entrepreneuriat dans ce milieu. Objectif, pousser ses élèves à créer leurs propres projets à l'avenir. Et ce, par la participation à des journées entrepreneuriales. Colette Ilboudo, Parga Sorokone. Bâtir une jeunesse confiante en son avenir en faisant d'elle un leader en vue de diriger une entreprise. C'est tout l'essence de la journée d'information sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire. L'idée aussi, c'est de développer chez ces jeunes élèves l'esprit de créativité. Un projet de l'ONG américaine Junior Achievement dénommé Programme Mini Entreprise. L'objectif du programme étant juste de leur donner, de leur présenter d'autres opportunités différentes du travail salarié. Nous voulons dédramatiser le chômage pour ces jeunes enfants-là et leur montrer une autre voie qui est la voie par laquelle ils comptent sur eux-mêmes, ils créent leur emploi et ils créent de l'emploi pour les autres. Les jeunes apprenants adhèrent à ce programme qui leur ouvre une fenêtre sur l'initiation budgétaire. J'ai des objectifs, j'ai des buts à atteindre dans la vie. L'idée d'avoir une méthode, une stratégie qui pourra m'aider vraiment à aller directement droit au but me passionne. C'est vraiment intéressant quand on regarde le bénéfice que ce programme pourrait nous apporter. L'entrepreneuriat est un projet très intéressant car ce programme a pour objectif de nous apprendre les bases et les ficelles du métier d'entrepreneur. Quand nous serons confrontés au monde du travail, nous aurons une petite idée de comment s'orienter ou partir. Si plus tard on ne réussit pas dans le travail, au moins on peut entreprendre quelque chose rapidement. Je pense que c'est une initiative à encourager. L'ONG américaine Junior Achievement est spécialisée dans l'éducation financière et l'employabilité des jeunes. Par ailleurs, des mini-guides ont été remis aux différents élèves présents pour leur permettre d'être mieux outillés et pouvoir exercer librement l'activité de leur choix. Travaux de réhabilitation des voies dans la région du Boclé, du côté de la côtière, pour permettre aux populations de mieux se déplacer en attendant le démarrage des travaux de l'autoroute Abidjan-San Pedro. Le reportage de Sam Conan. Des machines déployées, des camions bernes chargeant du sable pour fermer les trous. Nous sommes sur la côtière San Pedro-Abidjan. Depuis 2 semaines, à la faveur de la visite du travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Boclé, des travaux de réhabilitation de la chaussée ont lieu, à la grande joie des usagers. Avant, on mettait 3 heures du temps pour arriver à Sandra. Aujourd'hui, on fait 1h30. C'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux comme ça qu'avant. Avant, c'était les trous. Si route même quand même s'enfonce. Donc pour le moment, c'est un peu bon. On a des gens bruit, on ne voit pas camion passe pas ici à Abidjan. C'est pas à Gabiagi, Miadi, aller Choubri, Abidjan. On va remercier le Premier ministre. Il a rentré de faire un peu route pour nous. On va le remercier. Selon le chef de projet de l'entreprise en charge des travaux, il s'agit dans l'urgence de fermer les trous en attendant de mettre du bitume et démarrer les travaux de construction de l'autoroute San Pedro-Abidjan. Dans le cadre de la visite du Premier ministre, nous faisons actuellement des rechargements. Nous travaillons franchement dans de mauvaises conditions à cause de la pluie, mais nous faisons de notre mieux pour pouvoir assurer le passage. Et juste des rechargements pour fermer les trous, pour que le Premier ministre puisse venir avec ses membres. Après ces travaux que nous sommes en train de faire actuellement, les travaux d'urgence, vont commencer les vrais travaux maintenant concernant cette voie, la fin du bitume et les autres. Pour les populations vivant tout le long de la côtière, cette visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un signe d'espoir.
La Côte d'Ivoire s'engage dans le biocarburant. De nombreuses initiatives privées s'y sont déjà déroulées à l'échelle expérimentale, pilote et même de production. Elles concernent notamment l'huile de palme, le maïs, le sucre, les résidus agricoles, le cacao. Objectif à réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et réduire les dépenses en combustible. La Côte d'Ivoire, puissance agricole, est bientôt leader dans la production de biocarburants. C'est ce que révèle l'étude initiée par l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Selon cette étude menée par un cabinet international, le pays pourrait produire d'ici 2030 63 millions de litres de biodiesel et 66 millions de mètres cubes de biométhane. La mise en œuvre est planifiée au cours des prochaines 3 années environ. Donc là, on se trouve en phase de développement. Il y aura encore des essais à faire, disons une petite phase pilote pour essayer le ramassage de graines. Le biodiesel et le biométhane seront issus de sous-produits agricoles comme la viande de volaille, les épluchures de manioc ou encore les graines de VA. Une opportunité donc d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Les graines de VA, avant on n'en faisait rien du tout. Aujourd'hui, on sait qu'en ramassant les graines de VA dans les plantations de VA, on peut avoir un plus, en plus du caoutchouc qu'on commercialise à travers la filière. Donc il s'agit pour nous de leur montrer la nécessité de tirer profit de quelque chose qu'ils ont et qui est perdu. Ce projet pourrait rapporter à l'horizon 2030 plus de 40 milliards de francs CFA aux petits producteurs. L'impact économique pour le pays, selon l'étude, est estimé à 42 milliards de francs CFA pour le biodiesel et 78 milliards de francs CFA pour le biométhane. Nous sommes convaincus que la valorisation de ces sous-produits créera de nouvelles chaînes de valeur et permettra à notre pays d'être cité au nombre de ces pays qui prennent en compte de façon globale l'économie circulaire dans leur démarche de développement. La première usine identifiée de production de biodiesel devrait être réalisée en 2021 dans la région de Dabou. Son coût, 2,4 milliards de francs CFA. Celle de biométhane devrait coûter 8,7 milliards de francs CFA. Elle sera réalisée en 2023 dans la région d'Agboville. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie multiplie les actions de renforcement de cohésion sociale et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Cette organisation de la société civile vient de mettre en place un projet qui vise à développer des plans de solidarité communautaire en vue de renforcer les relations intercommunautaires et aussi identifier des actions en vue de traiter les griefs au plan politique. Ce projet bénéficie du soutien de l'USAID à travers le programme de transition inclusive du NDI Soro Corona. Les actions pour le renforcement de la cohésion communautaire et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire se multiplient sur le terrain. Ces actions visent également à préparer une atmosphère propice à une élection présidentielle apaisée en 2020. Nous allons beaucoup nous investir pour qu'on n'arrive pas à revivre ce qu'on a vécu en 2002 ni en 2010. On veut vivre ce qui s'est passé en 2015, des élections paisibles. Dans la région de Gbeke, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie travaille pour la participation des jeunes et des femmes au renforcement de la cohésion communautaire et à la prévention de l'extrémisme violent. Ce projet concerne le département de Bouaké, Béoumi et Sakassou. L'atelier doit aboutir à un plan d'action qui désormais permettra à ces communautés de régler leurs problèmes à l'interne, notamment les questions de l'extrémisme violent, et les questions de cohésion sociale et les questions électorales. Les participants à cet atelier doivent développer des plans de solidarité communautaire en vue de renforcer les relations intercommunautaires et identifier des actions visant à traiter les griefs au plan politique. C'est les ondits qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Donc il faut que ces ondits-là, qu'on arrête. C'est une mission qui m'est confiée pour demander aux jeunes élèves et étudiants de ne pas s'adonner à la violence, car la violence ne mène nulle part. Les plans de solidarité communautaire seront des outils de prévention et de règlement des conflits. Ce projet est financé par l'USAID à travers le programme de transition inclusive du NDI.
Hors de chez nous, une grave crise humanitaire menace le Burkina Faso qui compte déjà plus de 600 000 déplacés fuyant l'avancée des djihadistes dans le nord du pays. Le flot est continu, visages hébétés, blanchis par la poussière du désert, femmes et enfants à pied ou entassés à l'arrière de charrettes avec pour seul bagage quelques ballots embarqués à la va-vite. En 2 semaines, près d'une centaine de civils ont été tués. Depuis 2015, les attaques ont fait plus de 1100 victimes militaires et civiles dans le pays selon un décompte d'Armid Conflict Location and Event Data, entraînant une crise humanitaire à la croissance la plus rapide au monde. À ce jour, plus de 600 000 personnes ont fui leur foyer, 51% dans la région du centre-nord et 34% au Sahel. À ce rythme, le Burkina Faso va compter 1 million de déplacés dans quelques mois selon des estimations. Sachez que le Soudan va remettre l'ex-président Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale où il est recherché depuis 2009 pour répondre d'accusations de génocide et crimes de guerre durant le conflit au Darfour. Incarcéré à Khartoum depuis sa destitution en avril 2019, Béchir est recherché par la CPI basée à La Haye pour des crimes au Darfour dans l'ouest du pays durant un conflit meurtrier qui a éclaté en 2003 avec des insurgés issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées. 3 autres personnes sont poursuivies par la CPI pour les mêmes chefs d'accusation. Il s'agit de Ahmed Haroun, Abdelrahim Mohamed Hussein et Ali Kocheib. Cette déclaration survient après qu'une délégation du gouvernement a rencontré des groupes rebelles dans la capitale du Soudan du Sud, Juba. La justice et la réconciliation au Darfour, où 300 000 personnes ont été tuées et des millions de déplacés depuis le début du conflit, selon l'ONU, ont été au cœur des discussions. La rencontre a abouti à un accord pour la mise en place de plusieurs mécanismes pour pacifier la région. Et puis le conflit au Darfour a éclaté, comme je vous l'ai dit, en 2003. En Afrique du Sud, le long chemin du retour des expulsés au district 6, plus de 50 ans après avoir été expulsés de chez eux au nom de l'apartheid, des centaines de Sud-Africains ont gagné leur bataille juridique contre l'État. Ils attendent désormais que leur terre leur soit rendue dans un quartier du Cap connu sous le nom de district 6. C'est toujours une promenade riche en émotions pour Kaziem Mori. Ce Sud-Africain a grandi ici jusqu'en 1666. Cette année-là, le régime de l'apartheid décide de transformer ce quartier multiculturel du centre du Cap en zone réservée aux Blancs. 50 000 personnes sont évacuées de force de ce que l'on appelle alors le district 6. Notre maison était à environ 300 mètres d'ici. Et je vois encore le jour où ils ont dit à mon grand-père qu'il devait partir. Un déracinement pour des milliers de familles est appareillé dans les bidonvilles en bordure du Cap. À la fin de l'apartheid, en 1994, une nouvelle loi permet la restitution des terres, mais seule une minorité des familles est relogée. Pour le porte-parole des habitants du district 6, le gouvernement ne s'est pas montré à la hauteur. Ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas assez de personnel ou les infrastructures. Et le pire, c'est que l'argent, il y en avait, mais cet argent a été dilapidé. À bout de patience, le collectif Mené Pachalide saisit la justice en 2018 et obtient un gain de cause. À la surprise générale, un juge ordonne à l'État d'agir. En décembre 2019, le gouvernement promet que près de 1000 plaignants seront relogés d'ici à 2024. Si Maurice a cru qu'il ne retrouverait jamais le quartier de son enfance, il se réjouit du jugement, mais sait qu'il ne réglerait pas tout. Le traumatisme est là, il a eu lieu, et on ne peut pas l'effacer, même si on se réinstalle dans le district 6. Ce traumatisme est là pour toujours. Pour son épouse, elle aussi, issue d'une famille du district 6, c'est l'aboutissement du combat d'une vie. Ça va lui apporter la paix quand il rentrera. Il sera bien. Il sera toujours têtu, mais il sera bien. En Afrique du Sud, l'apartheid a laissé des cicatrices. La répartition des terres en est l'une des plus visibles. Si le gouvernement tient ses promesses, le district 6 pourrait devenir un exemple de réconciliation entre un peuple et son passé.
Et puis le Parlement libanais a accordé aujourd'hui sa confiance au nouveau gouvernement lors d'un vote en séance à plénière faisant fi de l'opposition de centaines de manifestants dispersés par les forces de l'ordre avec des lacrymogènes et des canons à eau. Après avoir étudié la feuille de route du gouvernement lors d'une séance à marathon de 8 heures, 63 députés sur les 84 présents dans l'hémicycle ont accordé leur confiance à la nouvelle équipe ministérielle, tandis que 20 ont voté contre et un seul député s'est abstenu, selon le décompte énoncé par le président du Parlement. Le soulèvement inédit lancé le 17 octobre réclame le renouvellement de toute la classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.